Au sommaire de cette édition, l'artiste chantre international Maggie Blanchard était l'invité spécial de Devant le trône de grâce, un temps d'adoration initié par l'apôtre Gadji Abraham. Les étudiants de la représentation en Côte d'Ivoire de l'Université de théologie Terrapone ont reçu leur diplôme de fin de formation. En Afrique, fin de campagne présidentielle mouvementée au Ghana, le duel s'annonce serré entre le président sortant John Dramani Mahama et son rival Nana Akufo-Addo. Enfin, en France, le président François Hollande annonce qu'il ne briguera pas un autre mandat en 2017. Il a annoncé dans une allocution. Bienvenue et merci de vous informer sur Béni TV, le canal de la bénédiction. L'artiste chantre international Maggie Blanchard a donné des concerts les 26 et 27 novembre 2016 au centre évangélique Ebenezer, c'est à Abidjan, Cocody. Ces concerts entrent dans le cadre de la première édition de Devant le trône de grâce, un temps d'adoration initié par l'apôtre Gadji Abraham, fondateur du centre évangélique Ebenezer. L'hôtel Rehoboth, le temple du centre évangélique Ebenezer, a refusé du monde le 27 novembre 2016 à l'occasion de la première édition de Devant le trône de grâce, un temps d'adoration initié par l'apôtre Gadji Abraham, fondateur de cette église. Les chrétiens ont esquissé des pas de danse dans la louange avec le groupe musical local La Nuée avant de contempler la gloire de Dieu avec la chantre Maggie Blanchard venue du Canada. Entre deux tours de chant, l'artiste international a livré des messages au corps du Christ pour rappeler l'existence et la présence continue de Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Je sais que le peuple a vraiment été dans la présence de Dieu, comme moi je l'ai été, et on a adoré comme moi j'ai adoré. Alors, c'était ça le but. C'était aussi de louer pour une nation, de demander au Seigneur de se manifester pour le changement qui vient, parce que le changement vient, et je pense que la Côte d'Ivoire est prête. Amener le corps du Christ dans la présence du Seigneur pour déposer à ses pieds ses fardeaux. Tel est l'objectif du temps d'adoration devant le trône de grâce. Pour l'initiateur, l'apôtre Gadji Abraham, c'est plus qu'un temps d'adoration, mais aussi un moment de transfiguration. Le trône de grâce, c'est le trône qui nous donne d'avoir accès à Dieu. En fait, là où se trouve le péché, la grâce surabonde. Donc quand on parle du trône de la grâce, on parle de la communion avec la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu manifeste son amour, sa grâce manifeste son pardon, et sa grâce est plus puissante que la mort. Nous sommes à la première édition. Dieu voulant l'année prochaine, nous inviterons soit la même chantre ou un autre chantre de niveau international pour offrir des temps de louange et d'adoration gratuitement au peuple de Dieu. Tenu sur 2 jours, les 26 et 27 novembre 2016, devant le trône de grâce, première édition, a été un vrai temps de bénédiction pour les participants. Le samedi 26 novembre 2016 s'est tenue la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la représentation en Côte d'Ivoire de l'Université théologique Terrapone qui est basée en Afrique du Sud. Christian Brio et Armel Adsin pour le reportage. Les hommes de Dieu ont été honorés ce samedi 24 novembre 2016 dans la commune de Yopougon Azito, précisément à la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance dirigée par l'archevêque Kassid Azito. Ce, à travers une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de l'université Terrapone, basée en Afrique du Sud et aux USA en Maryland et qui a une représentation en Côte d'Ivoire. Après 90 mois de formation en théologie, la récompense de ce temps de dur labeur a été effective. Et c'est devant un parterre d'autorités ecclésiastiques, politiques et administratives que ces étudiants, qui sont des hommes de Dieu accomplis, ont été honorés. Le docteur Israël, venu du Cameroun, a d'abord nourri spirituellement le peuple avec un message venu à point nommé. Nous sommes complémentaires les uns les autres. Les 5 doigts sont à la dimension des 5 continents. Nous sommes ensemble là. Nous n'avons pas besoin d'envier ci, d'envier ça. C'est parce que les solutions humaines que nous pouvons apporter ne vont rien résoudre. Leaders ivoiriens, futurs gradués de Terrapone University, renouvelons nos forces dans notre marche chrétienne en nous inspirant de l'aigle. À la suite de son message, les différents étudiants se sont succédés pour une série de témoignages et le moment particulier de cette cérémonie a été symbolisé par la remise des diplômes.
Cette belle cérémonie s'est achevée par le mot de fin de l'archevêque Kassida Zito, qui faisait partie des illustres diplômés de ce jour. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont accepté pour la formation. Ça n'a pas été facile. Tout le monde est occupé. Chacun est attaché d'église. Avec les recherches, je sais combien de fois nous avons bataillé pour sortir des livres de 300 pages, 260 pages. Ça n'a pas été facile. Je voudrais vous féliciter ce matin du certificat au doctorat. Que Dieu vous bénisse. C'est dans une ambiance fraternelle que cette belle cérémonie a pris fin pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Du dimanche 27 novembre 2016 au dimanche 4 décembre 2016, s'est tenu le grand programme dénommé Epikaizo 2016 et initié par le bishop Dadi Shekina. Venu du Ghana, le bishop Salifou Amwako a été l'orateur principal dans la soirée du mercredi 30 novembre. Suivons ensemble. Epikaizo, quand l'humain devient divin, la Côte d'Ivoire est impactée par un grand programme organisé par le bishop Dadi Shekina, président fondateur de l'Assemblée royale internationale, sise dans la commune de Angré-Bessikwa face au nouveau CHU. Ce grand rassemblement ecclésiastique est marqué par la présence de plusieurs fidèles qui se tient du 27 novembre au 4 décembre 2016. Le mercredi 30 novembre 2016, ce programme exceptionnel a été marqué par la présence du bishop Salifou Amwako venu du Ghana. Le bishop Dadi Shekina, après un moment de louange, a introduit personnellement le bishop Salifou Amwako, orateur du jour, qui est pour lui un père et un modèle. Le bishop Salifou Amwako, figure emblématique de l'évangile en Afrique, est une source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et cela s'est transmis à travers le message fort qu'il a distillé au peuple. Écoutez-moi très bien. Ce soir, l'ennemi qui a construit une muraille autour de ta vie. Mais quand on va finir, c'est encore. Toutes les murs de Jéricho de ta vie seront brisés. J'ai besoin d'un cri prophétique ce soir. Ce mur de Jéricho, pendant que tu es en train de crier, ce mur est sur le point de tomber. L'homme de Dieu dont le ministère a atteint une certaine dimension a démontré la puissance du Saint-Esprit à travers ce temps du ministère où beaucoup de vies ont été restaurées. 12 days. D'ici 12 jours. A miracle you've been waiting for 9 years. Le miracle que tu attendais pendant 9 ans will come into your life. Ce mercredi, ce grand programme s'est achevé par des moments de bénédiction. Rendez-vous est donc pris pour la suite. Ouvrons l'actualité africaine au Ghana où les électeurs ont voté vendredi pour élire un nouveau président. Les derniers jours de campagne ont laissé voir un duel serré entre le président sortant John Dramani Mahama et son rival Nana Akufo-Addo. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle au Ghana. Vendredi, les électeurs devront choisir entre 8 candidats, mais leur choix se fera plus sûrement entre les deux favoris. Le duel s'annonce en effet serré entre le président par intérim sortant, John Dramani Mahama, candidat du NDC, et Nana Akufo-Addo, son principal adversaire et candidat du premier parti d'opposition, le NPP. Au pouvoir depuis un peu plus de 4 mois seulement, M. Mahama a succédé à Jonathan Mills, décédé brutalement cet été, et cette élection s'apparente à un véritable test pour lui dans un scrutin où l'enjeu pétrolier est à double tranchant. Tout récent producteur d'or noir, le Ghana a enregistré une croissance de 14% en 2011, dès la première année de production complète. Problème, une croissance aussi rapide entraîne également sa cohorte de déçus et elle pourrait se retourner contre le président sortant. De nombreux Ghanéens considérant qu'ils n'ont tiré aucun profit de cette croissance et que leur niveau de vie n'a pas vraiment changé. La question de savoir comment dépenser cette manne a été la problématique centrale de la campagne présidentielle. M. Mahama a promis de nouvelles infrastructures pour le pays, mais il risque de souffrir des divisions internes qui minent son parti. De son côté, M. Akufo-Addo a fait de l'éducation secondaire gratuite sa mesure phare pour remporter le scrutin. Défait d'un petit pourcent seulement aux élections de 2008, le candidat du NPP mise sur l'alternance et compte bien remporter la mise cette fois-ci. Je vais gagner cette fois. Je ne regarde même pas la défaite, je vais gagner cette fois.
Et même si ce n'est pas le cas, je fais partie d'une génération qui s'est battue pour la démocratie au Ghana, pour être sûr de sortir d'un régime autoritaire, de sortir d'un parti unique ou militaire, pour un engagement démocratique au Ghana. Multipartite depuis 1992, le Ghana jouit en effet du statut de modèle démocratique dans une région où chaque élection est accompagnée de son lot de violence. Au Tchad, des opposants membres de la coalition Justice ou Rien ont observé une grève de la faim de 3 jours pour protester contre la mauvaise gouvernance et la décision des restrictions budgétaires. Une dizaine de membres de la coalition Justice ou Rien ont entamé samedi une grève de la faim de 3 jours. Objectif, amener le gouvernement tchadien à trouver une solution à la crise socio-économique généralisée. Les militants en grève protestent ainsi contre la mauvaise gouvernance, la dilapidation des biens de l'État et la décision de restrictions budgétaires. Nous réclamons ou nous demandons à ceux qui ont arrêté nos amis activistes et quelques leaders de partis politiques arrêtés injustement là, de les relaxer le plus rapidement possible. Donc nous demandons au chef de l'État de se soucier de ce problème. Ou il est le président de tous les Tchadiens ou il est un président discriminatoire. La majorité présidentielle a appelé la plateforme syndicale au dialogue exclusif et à la reprise de travail dans les services publics. La crise financière que traverse le Tchad est de portée mondiale, disent-elles. Ce que je recommande au gouvernement maintenant, pour pallier un peu à la situation, c'est de voir avec ses partenaires comment négocier et essayer aussi de comprendre le gouvernement. Mais pour ce faire, il faudrait que le gouvernement même initie la rencontre avec tous les partenaires qui s'asseyent et qui discutent, qui trouvent un compromis. Et ça, c'est la paix que les Tchadiens attendent. Rappelons que le Tchad traverse une crise sociale tendue avec la grève généralisée des syndicats. Les hôpitaux, les écoles publiques et les centres sociaux sont restés fermés depuis 3 mois. Au Nigeria, la campagne de destruction des bidonvilles alimente la colère dans la population. En effet, l'embellissement de la mégapole nigériane de Lagos fait de nombreuses victimes. La vie d'expulsion est tombée à la dernière minute. Quelques heures après, les bulldozers ont envahi ce bidonville de Lagos. Après leur passage, il ne reste plus rien. Les habitants ont tout perdu. Rien, nulle part où dormir. On reste dehors, on dort dehors. Aidez-nous pour que le gouvernement voie comment ils ont démoli ce que l'on avait construit avec notre argent. Ils étaient près de 30 000 à vivre depuis un siècle dans cette communauté nichée au bord de la lagune, essentiellement constituée de pêcheurs. Mais au fil des années, le boom démographique de la plus grande ville d'Afrique subsaharienne a fini par modifier la répartition de ses habitants. Les plus aisés s'offrent des logements dans les nouveaux quartiers UP. Les plus pauvres sont chassés. Quand le boom immobilier est arrivé, ils ont voulu nous expulser pour vendre le terrain à des hommes riches. Nous n'avons pas les moyens de construire des gratte-ciel et des immeubles. Mais ce n'est pas une raison pour que les pauvres ne puissent pas vivre à côté des riches. L'expulsion a été particulièrement violente. Certains habitants ont été attaqués à l'arme blanche et au moins 3 personnes auraient été tuées. L'État de Lagos n'a proposé aucune solution de relogement et a nié être impliqué dans la démolition du bidonville. C'est une pratique de l'âge de pierre. Ce n'est pas conventionnel et nous prétendons être dans la ville de l'excellence. C'est inhumain. Les projets d'aménagement urbain fleurissent à Lagos pour faire face à la démographie galopante de la ville. Par conséquent, d'autres bidonvilles sont aujourd'hui menacées sous la pression des promoteurs, comme l'immense cité lacustre de Makoko et ses 250 000 habitants. Le conflit sud-soudanais marqué par des atrocités ethniques a désormais atteint la région de Yéri qui demeurait jusqu'ici un îlot de paix dans ce pays déchiré par la guerre. L'ONU dit craindre un génocide. Emportant tout ce qu'ils peuvent, ces réfugiés fuient la guerre du Soudan du Sud. En quête de sécurité en Ouganda, loin des meurtres, des viols et des enlèvements.
La plupart traversent la frontière à des points de passage non officiels par peur d'une embuscade le long des routes principales. Les forces gouvernementales appartiennent principalement à l'ethnie Dinka, celle du président Kiir, et les réfugiés les accusent de cibler des civils en fonction de leur appartenance ethnique. Isaac est de l'ethnie des Kakwa et pour cette raison, l'armée l'a accusé de soutenir les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar. Lui a réussi à s'échapper de sa ville natale de Yé, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, victimes des soldats qui ratissent la ville pour faire le tri entre les Dinka et les autres. Ils se déplacent pendant la journée pour identifier les Dinka, combien ils sont et trouver les autres membres de cette tribu. Ils font ça dans des endroits où ils ne sont pas nombreux. Ces personnes qui ont été tuées ne sont pas des soldats. Ils ne s'approchent pas des soldats qui travaillent parce qu'ils sont armés chez eux. Ils tuent des civils. Dans ce camp du nord de l'Ouganda, 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants. D'après les nouveaux arrivants, des viols collectifs sont commis contre les femmes suspectées de faire partie de l'opposition. Les hommes, eux, sont enrôlés de force dans des groupes rebelles ou tués par le gouvernement. Irène est de l'ethnie Lulobo. Des hommes sont venus chez elle, ont tué son mari alors qu'elle et ses enfants étaient cachés sous un lit. Elle n'a aucun doute que ces hommes étaient de la tribu Dinka. Elle a reconnu leur scarification traditionnelle sur le visage. J'ai vu les marques sur leur visage alors que j'étais allongée au sol. Quand ils utilisent leur lampe torche et qu'on est allongé, on peut voir au-dessus. Et ils parlaient arabe aussi. Des témoignages comme celui d'Irène, les employés du Haut Commissariat aux réfugiés en Ouganda en ont recueilli des centaines. C'est un phénomène dont nous parlent tous les gens qui traversent la frontière. Ils ont le sentiment d'être tués à cause de leur appartenance à une certaine tribu. Nous entendons aussi parler de différents groupes ethniques qui sont évacués, à Yé par exemple. Ce sont des indicateurs. Un récent rapport des Nations Unies a alerté sur un risque de dérive génocidaire au Soudan du Sud. Depuis décembre 2013, plus d'1 million de Sud-Soudanais ont déjà trouvé refuge dans les pays voisins. Au Kenya, des programmes ont été lancés pour sauver les fonds marins qui se sont vidés de poissons. D'anciens pêcheurs plongent désormais non pour capturer les poissons, mais plutôt pour les compter. Équipés d'un calepin et d'un mètre, ces deux hommes membres d'une communauté de pêcheurs au nord du Kenya sont en mission. Ancien pêcheur de homard, Ahmed Ali a quitté son travail pour se consacrer à la conservation de l'océan. Une grosse partie de notre environnement est détruite à cause de l'augmentation de la population, mais aussi à cause de la pêche illégale. Cela a créé un réel danger pour notre environnement et la majeure partie de notre écosystème est perdue. Face à des années de pêche destructrice et l'augmentation de la population, les coraux autour de l'île de Pâtes sont en danger et le nombre de poissons est en chute libre. Les membres de cette fondation forment les locaux à surveiller les fonds marins afin d'améliorer leur environnement. Ils ont créé des zones qu'ils protègent, où ils limitent la quantité de pêche et limitent le type de matériel de pêche utilisé. Il est donc important pour eux de surveiller et de voir si la gestion qu'ils mettent en place va réellement améliorer la santé du récif et augmenter le nombre de poissons. Des attaques terroristes en 2011 ont frappé l'industrie du tourisme sur l'archipel de Lamu. Aujourd'hui, la principale source de revenus, c'est l'océan. Pour sauvegarder les fonds marins, les pêcheurs doivent modifier leur façon de travailler. Changer de filet et de technique devrait leur permettre d'attraper des poissons arrivés à maturité qu'ils pourront ensuite revendre plus cher aux restaurants et hôtels de la région. Le matériel de pêche utilisé pour les minuscules poissons jeunes sont utilisés dans les zones peu profondes, près de la côte, et détruisent l'environnement et leur rapport capture-valeur est faible. Les pêcheurs locaux devront aussi moderniser leur équipement pour transporter ces poissons tout en les gardant au frais. Mais leur principal défi sera d'habituer les consommateurs à ces poissons plus gros et de sensibiliser le public au respect des océans. À l'international, le président français François Hollande ne briguera pas un autre mandat en 2017. Il a fait cette annonce lors d'une allocution solennelle et télévisée. La presse française consacre logiquement sa une au coup de tonnerre politique de jeudi, la fin annoncée du mandat de François Hollande. Libération se met à la place du président sortant, ce sera 100 mois, titre avec malice le quotidien. Il est un peu plus de 20h jeudi soir lorsque François Hollande rend publique sa décision. Aujourd'hui, je suis conscient des risques
que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Passé l'effet de surprise, tous les regards se tournent désormais vers le Premier ministre français, Manuel Valls, qui n'a pas fait mystère de son envie de reprendre le flambeau. Mais rien n'est joué, l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron occupe déjà le terrain. Manuel Valls devra surtout affronter les candidats de la primaire socialiste, dont son ancien ministre Arnaud Montebourg, donné favori. Tout en défendant son bilan, François Hollande s'en est surtout pris aux deux candidats de la droite et de l'extrême droite en tête des sondages. Le projet de François Fillon met en cause notre modèle social, estime Hollande. Quant à Marine Le Pen, son programme conduirait la France au désastre, dit-il. Ne reste plus qu'aux socialistes à trouver le bon candidat et le bon logiciel pour convaincre les Français. La primaire de la gauche a débuté le 1er décembre. C'est le jour qu'a choisi François Hollande pour se retirer de la compétition. François Hollande aura-t-il été l'un des plus impopulaires présidents français de la Ve République? La question reste posée. Jugé trop normal par les Français, il n'aura pas suffisamment marqué la France de son empreinte. Suivons ensemble le résumé de son quinquennat. Place de la Bastille, le 6 mai 2012. La joie des Parisiens venus fêter la victoire de François Hollande. Merci peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Un quinquennat plus tard, l'impopularité du président bat tous les records. Un désamour implacable pour celui qui a toujours été considéré comme un véritable animal politique. En 1985, à même pas 30 ans, il est conseiller du président Mitterrand lorsque son ami Bernard Poignon le rencontre. Et déjà, il se distingue. Quand il est au milieu de 5 personnes, 15 personnes, 20 personnes, il est tout de suite le centre. À la fois par sa vivacité, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit extrêmement réactif, extrêmement vivace, et quelque part une mentalité, alors je ne veux pas dire de chef au sens impérial du terme, mais de leader, quoi. Dans ses déplacements, on le compare souvent à Jacques Chirac. Comme lui, il n'hésite pas à aller au contact des gens et plaisanter. Doté d'une mémoire prodigieuse, il connaît encore chacun par son prénom, à Tulle, dont il a été maire. Roger, à bientôt. Merci. Merci à tous. Énarque, c'est un parfait connaisseur des rouages de l'État et des médias. Et pourtant, très vite après son élection, les critiques fusent. Et c'est presque sa personnalité que les Français lui reprochent le plus. Ce qui est le plus marquant chez François Hollande, c'est sa capacité à dissimuler, pas forcément sa politique, contrairement à ce qu'on a pu dire, mais surtout sa propre personnalité, ses propres émotions, ses tourments, ses emportements. Et c'est sans doute l'un de ses grands drames, c'est-à-dire cette incapacité à dire vraiment qui il est, au fond de lui-même. Et ça, les Français l'ont sans doute ressenti. S'il y a une chose que François Hollande déteste, c'est de livrer ses sentiments. Pour les deux journalistes du Monde, un épisode est révélateur. Après les attentats du 13 novembre 2015, il rencontre un homme profondément touché, plus grave, qui ne sera plus le Hollande jovial qu'il connaissait. Il nous dit à un moment, mais les victimes, c'est comme mes enfants. C'est vraiment comme mes enfants. Il dit, je le pense vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi? Eh bien parce que c'est des gens qui sont morts, qui étaient plutôt de la génération de ses propres enfants. Ses enfants sont familiers du quartier. Mais il n'utilisera pas ces mots dans son discours d'hommage aux victimes, quelques jours plus tard aux Invalides. Un discours sobre, manquant sans doute d'émotion. C'est d'ailleurs cette stabilité d'humeur que ses collaborateurs apprécient à l'Élysée au quotidien. Mais c'est aussi ce qui nuit à son image auprès des Français, habitués aux grands hommes plus charismatiques. Il a les qualités de l'honnête homme du XVIIe siècle qui sont catastrophiques pour un président de la République. Il sait écouter les gens, il sait ne pas trop s'imposer, il a l'intelligence des points de vue les plus divers, mais tout ça, c'est bien gentil, mais quand on a l'intelligence de tous les points de vue divers, on a beaucoup plus de mal à trancher, à décider. Il est peut-être trop intelligent pour la fonction. Une fonction à laquelle il a décidé de renoncer. François Hollande est le premier président en exercice de la Ve République à ne pas briguer de second mandat. Le président russe Vladimir Poutine lui sera candidat à sa propre succession en 2018. Il a annoncé lors de son traditionnel discours de fin d'année dans lequel il s'est voulu optimiste pour son pays.
Depuis le Grand Palais du Kremlin, devant le Parlement, Vladimir Poutine a tenu son traditionnel discours annuel et il a vu loin, après 2018. Autrement dit, il serait candidat à sa propre succession. Le moins que l'on puisse dire est qu'il s'est focalisé sur les questions domestiques et les difficultés économiques de la Russie, alors que son pays est soumis à de lourdes sanctions internationales. Au bout d'une heure, toutefois, Poutine a parlé politique étrangère. Il n'admettra pas que les intérêts russes soient négligés ou violés, mais il ne recherche pas de confrontation géopolitique, bien au contraire. La Russie n'a pas besoin de conflits, ni nous, ni nos partenaires, ni la communauté internationale. Contrairement à certains de nos collègues étrangers qui voient en la Russie un adversaire, nous ne cherchons pas et nous n'avons jamais cherché des ennemis. On a besoin d'amis. Un ami, il en voit peut-être impossible en la personne de Donald Trump, puisqu'il a appelé à plus de dialogue et de coopération avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et sur les problèmes économiques stratégiques. Nous sommes prêts à collaborer avec la nouvelle administration américaine. Il est important de normaliser et de commencer à développer les relations bilatérales sur le principe d'égalité et de bénéfices mutuels. La coopération entre la Russie et les États-Unis pour la résolution des conflits locaux et mondiaux est dans l'intérêt du monde entier. J'espère sincèrement que nous pourrons joindre nos forces à celles des États-Unis dans le combat contre la menace, non pas imaginaire mais réelle, que représente le terrorisme international. C'est exactement ce à quoi s'emploie notre armée en Syrie. Les terroristes ont subi de sérieux revers. L'armée et la flotte russe ont prouvé avec panache qu'elles peuvent travailler efficacement, loin de chez nous. Il félicite ses troupes, mais pas un mot sur l'assaut final lancé sur Alep-Est. L'avenir de notre pays ne dépend que de nous-mêmes, de notre dur labeur et des talents de tous nos citoyens, ainsi que de leurs responsabilités et succès. Ainsi, nous atteindrons nos objectifs. Dans ce discours, Vladimir Poutine a évité de parler de l'Ukraine. La page sport pour refermer ce journal pour relancer le basketball au Mali. Un tournoi de rue est organisé depuis quelques années. Ce tournoi regroupe les meilleures équipes de la capitale malienne. Au Mali, le basketball est un sport prisé par la frange jeune de la population. Depuis le mois d'août, le championnat national de basketball malien est en trêve. Pour combler ces vides, une compétition de streetball a regroupé 16 équipes masculines et 4 féminines de la ville de Bamako depuis le 15 octobre 2016. Chaque samedi au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, des jeunes se retrouvent autour des matchs de basketball et des concerts rap. Le streetball, c'est le sport, c'est la culture, c'est l'épanouissement, c'est le conseil, c'est l'enseignement. Voilà. On a choisi parmi les 64 quartiers de Bamako, on a choisi les 20 meilleurs quartiers de basketball de Bamako. C'est-à-dire ce qui fait le tour préliminaire. Là, on est en finale. En un mois de compétition, c'est l'équipe de Amdalaï qui s'adjuge le trophée pour la finale féminine qui l'opposait à Banankabougou par le score 32-24. La finale masculine a vu le sacre de l'équipe de Kinzambougou face à ATT Bougou, 44-32. Kinzambougou remporte ainsi son 3e trophée en 4 éditions. Une finale rehaussée par la présence du patron du basketball africain, Amagnan, artisan de la bonne santé du basketball au Mali. C'est pour dire simplement que c'est la fête de la jeunesse, c'est la fête du basket et c'est vraiment important pour la famille du basketball. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore à Bamako, au bord du Djoliba et dans ce splendide terrain du palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ. La prochaine édition s'annonce prometteuse avec l'ouverture de la compétition à des pays de la sous-région. De telles initiatives permettront sans doute de porter haut l'étendard du basket national. Le Mali est quadruple champion en titre d'Afrique en cadet dames et double champion d'Afrique en junior dames. Restez connectés sur The Blessing Channel. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.